Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à chacun et à tous sur votre espace, l'espace où les journalistes font la critique de l'actualité, analysent ce qui s'est passé au cours de la semaine, l'espace où nous recevons également des analystes politiques ou les observateurs de la vie publique. Ce soir, nous n'allons pas manquer à la tradition. J'ai deux invités sur ce plateau. Ce sont des habitués et vous allez avoir du plaisir à les suivre une fois encore. Mais avant de vous les présenter, voici la revue de presse de Marcela Rossi. À la une au Bénin cette semaine, la marche étouffée des centrales syndicales. Syndicats et pouvoirs publics dos à dos fait constater fraternité déjà en début de semaine. Avant même l'épisode du 1er mai, la marche contre la cherté de la vie au Bénin, prévue pour se dérouler à Cotonou samedi 27 avril, n'a pu avoir lieu. Une triste image projetée au monde, s'exclame Matin Libre, qui constate que déjà tôt le matin ce jour-là, les populations de Cotonou se sont rendues compte de la forte présence des policiers positionnés sur les principales artères de l'itinéraire de la marche pacifique contre la cherté de la vie. Ce que l'on pouvait craindre depuis la diffusion du communiqué du préfet du département du littoral semblait donc inévitable. La répression de la marche, pourtant pacifique selon les secrétaires généraux des confédérations syndicales. Qui a été à la manœuvre, s'interroge la Nouvelle Tribune. La marche était finalement interdite. C'était l'évidence et la triste réalité à laquelle faisaient face les syndicalistes et les populations fortement mobilisées pour exprimer leur mécontentement. La police a étouffé la marche, mais les syndicalistes sont déterminés à poursuivre la lutte, manchette de l'événement précis. Visiblement, la tension semble atteindre son paroxysme. Ce qui est sûr, le gouvernement est aussi conscient de la cherté de la vie dans le pays. Du coup, puisque la marche, expression démocratique de manifestation, n'a pu avoir lieu, les responsables syndicaux haussent le ton et promettent revenir à la charge dans les tout prochains jours, selon Fraternité. De la ruse, estiment les confédérations syndicales, notamment la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB, dans une déclaration. Reprogrammation en cours annonce l'événement précis. Déjà, une nouvelle date annoncée par la CSA Bénin, le 11 mai 2024, pour envahir les rues, indique Matin Libre. Vers un bras de fer, gouvernement-syndicat observe le matinal. Jusqu'où iront les centrales et confédérations syndicales dans leur protestation contre la cherté de la vie, s'interroge le matinal. La marche sera reprogrammée. Si quelqu'un veut l'interdire, qu'il l'interdise clairement pour que chacun sache quelle est la mission de chacun dans la République, confiait Anselme Bamoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes, il y a quelques jours. Cela n'émoussera en rien notre ardeur pour la lutte syndicale et la défense des intérêts des travailleurs, rapporte le matinal. On est habitué à cela, c'est du déjà vu, aurait confié pour sa part Noël Chadaré, secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes COSI Bénin. La rupture est-elle consommée entre gouvernement et partenaires sociaux? Beaucoup le pensent, déjà à tort ou à raison, selon le journal. Bientôt, le sujet fera l'objet de débats au Parlement selon Fraternité. Le député Nourenou Atchadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates, vient de déposer une question orale avec débat dans laquelle il invite le gouvernement à venir répondre à une série de préoccupations. Dans l'introduction du document, l'auteur croit que le Bénin traverse une crise alimentaire et, entre autres questions posées, comment le gouvernement compte-t-il soutenir les ménages à faible revenu qui sont particulièrement affectés par la hausse des prix des produits de première nécessité. À la une, au Mali, une transition sans fin. Le 26 mars 2024 marquait officiellement la fin de la période de transition au Mali, mais sans explication, les militaires sont toujours en place. Une transition est-elle toujours une transition quand un mandat intérimaire s'avère presque aussi long qu'un mandat électif? S'est interrogé il y a un mois Jeune Afrique. Le 18 août prochain, cela fera 4 ans que le président élu feu Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, a été renversé par Assimi Goïta. La référence syndicale des magistrats et l'association malienne des procureurs et poursuivants demandent donc à l'organe chargé d'assurer la primauté de la Constitution de reconnaître que les autorités actuelles sont sans mandat ou pouvoir pour représenter le Mali et d'ouvrir une nouvelle transition incluant toutes les composantes de la nation, y compris l'armée républicaine. Mais que nenni, la Cour constitutionnelle s'en lave les mains à la Ponce Pilate, observe le pays au Burkina Faso. S'achemine-t-on vers une transition sans fin au Mali? Bien malin qui pourra répondre à cette question. En tout cas, le pouvoir malien semble avoir tout un boulevard devant lui. Une guerre avec le Rwanda est possible pour la RDC. Félix Tshisekedi l'a affirmé clairement en France. Le dirigeant de la République
démocratique du Congo demande à Emmanuel Macron de jouer de son influence pour que Kigali cesse de piller et de terroriser l'Est de son pays. Le Nord Kivu est le théâtre d'une offensive menée depuis 2 ans et demi par le mouvement rebelle du M23 soutenu par le Rwanda, rappelle Le Monde Afrique. Kinshasa tentera de nouveau de convaincre Paris de condamner plus fermement l'ingérence rwandaise sur son sol. En amont de cette visite et dans un souci d'équilibre régional, Emmanuel Macron a abordé le sujet au téléphone avec le chef de l'État rwandais Paul Kagame. Il a appelé au respect de l'intégrité territoriale de la RDC, précise l'Élysée. Pour sa part, Félix Tshisekedi est quelque peu sorti du langage diplomatique avec ce message fort et direct, relève le site Politico-CD à l'encontre du président rwandais Paul Kagame. J'ai toujours dit que je ne rencontrerai jamais le M23, a affirmé le président congolais, parce que c'est une coquille vide qu'on a fabriquée pour justement justifier l'agression contre mon pays, la RDC. Mais en réalité, le vrai agresseur, le vrai criminel, c'est Paul Kagame. À Paris, Félix Tshisekedi aurait eu à cœur de pousser la France à sanctionner le Rwanda à l'ONU, croit savoir Afrique Arabia. Mais en terre congolaise même, dans les médias locaux, cette visite en France de Félix Tshisekedi est largement éclipsée par l'affaire Fridolin Ambongo, du nom du cardinal archevêque de Kinshasa qui est dans le collimateur de la justice, titre Jeune Afrique. Le procureur général, près la cour de cassation Firmin Vendée, accuse l'archevêque de Kinshasa d'avoir tenu des propos séditieux et ordonne l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre. L'archevêque de Kinshasa fait partie des conseillers du pape François et c'est aussi l'une des voix les plus respectées de la RDC, précise Jeune Afrique, connue pour ses prises de position très tranchées. Il hésite rarement à se mettre en porte-à-faux vis-à-vis du pouvoir qui à son tour critique volontiers son manque de neutralité. C'est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo, titre Radio France Internationale. En tout cas, en RDC, les déboires de l'archevêque ont déjà fait réagir, relève encore le site panafricain. Lundi, l'opposant Moïse Katumbi a dit voir dans la menace d'information judiciaire la preuve d'une politique d'intimidation à l'égard de l'Église catholique. La justice congolaise tente de museler, a-t-il dénoncé cette voix des affligés, des pauvres, des victimes de l'injustice, des guerres et de la mauvaise gestion de la chose publique. Enfin, le nouvel observateur à Kinshasa s'agace aussi des accusations portées contre le prélat. Les Congolais se demandent si le procureur Mvondé n'a pas été poussé par un excès de zèle qui risque de se retourner contre lui, et on ne doit pas perdre de vue que dernièrement, le président Tshisekedi a reconnu publiquement les faiblesses de la justice congolaise. La revue Hebdo est signée Marcel Achossi, cher confrère, bonsoir. Alphonse Moïse Soudé, merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes journaliste. C'est moi qui vous remercie pour la confiance chaque fois renouvelée. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. En face de vous, nous avons le docteur Eugène Alosopo, vous êtes analyste politique, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Alain et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, les journaux au plan national ont fait leur livraison dans la semaine, dominée par les marches de protestation et puis, disons, la crise avec les syndicats. Quelle lecture vous en faites? A priori, une marche ne devrait pas être quelque chose de difficile à digérer. Une marche, c'est ce qui devrait être ordinaire. Mais il se fait que la police reproche aux marcheurs, aux confédérations et centrales syndicales le respect d'une procédure administrative. Et du côté des centrales syndicales, c'est un autre son, parce que ces centrales et confédérations syndicales estiment qu'elles ont respecté la procédure comme cela se doit. Mais nous sommes dans un État, et l'État parfois sait raison d'interdire telle autre manifestation. Beaucoup ont estimé que le fait d'interdire une marche, c'est une marche arrière dans le processus démocratique. C'est vrai que les années antérieures, il y avait cette ouverture, cette facilité de marcher comme on voulait. Mais depuis 2017, il y a quelques restrictions, puisque on a réduit les marges de grève des travailleurs. C'est fait par les députés, donc la loi est appliquée. Cette fois-ci, la marche n'a pas été interdite, pour ce que les arguments contradictoires que nous avons suivis, seulement que la police a estimé
que, eh bien, une procédure qui devait être respectée, qui n'a pas été respectée. Ça a été ainsi pour la COSI, la CSA et la CGTB, et dernièrement pour la CSTB. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, nous sommes comme ça en plein dans 7 jours au Bénin. Alphonse Moïse Soudé, est-ce que vous avez l'impression que les marches et les protestations syndicales ont été étouffées? Non, écoutez, quand vous jetez un regard dans le rétroviseur, ce sont les marches, les grèves qui ont bousculé un peu le régime de Bouni. Il a toujours dit que ceux qui marchaient régulièrement, je vais dire mercredi rouge, il y avait les grèves incessantes qui ont bloqué le système éducatif, le système sanitaire avait des difficultés. Donc, certains ayant participé à ces mouvements-là, connaissant le degré de nuisance des grèves et des marches, ont compris qu'une fois qu'on est au pouvoir, il faut limiter ça. Et ça n'a pas raté. Donc, avec la complicité de l'Assemblée nationale, on a dû voter des lois pour limiter un peu les dégâts. Moi, je dis, ce qui s'est passé là, on aurait pu laisser les syndicalistes marcher et les mettre devant leurs responsabilités. Parce qu'ils disent que nous sommes dans un régime déclaratif, il faut écrire et informer. Tant qu'on n'a pas un courrier-retour qui vous interdit, c'est que automatiquement c'est autorisé. Moi, j'étais un peu embêté. Bon, on prend un caterpillar pour tuer une mouche. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Parce que déjà. Vous pensez que la réaction, disons, des autorités gouvernementales était disproportionnée face à une marche qualifiée de pacifique? Oui, je ne sais pas en quoi ça gêne que les gens marchent et disent qu'ils ont faim, qu'il y a cherté de la vie. D'accord, autorisez-les, encadrez-les, donnez-leur l'itinéraire. Je me rappelle que sous Toboula, on avait dit la ligne rouge, il y avait des trucs à ne pas franchir. Laissez les gens s'exprimer. Vous ne pouvez pas frapper votre enfant et lui interdire de pleurer. C'est autre chose. Moi, un peu dans la ville, j'ai vu ce qui s'est passé. Quand vous arrivez au carrefour BO à Souifijosé, on avait bloqué la voie. On a fouillé dans des véhicules. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est cette marche-là qui a été annulée ce samedi matin-là, qui a fait que, bon, il y a tout ça. Disons que des citoyens ont été dérangés. Oui, je me suis posé mille et une questions. Je me suis dit, bon, c'est tellement qu'au niveau de la police, il y a un certain nombre de données qu'on ne maîtrise pas. Peut-être qu'ils ont eu des informations à partir desquelles ils ont déployé tout ce arsenal-là pour empêcher la marche. Mais je dis, on aurait pu procéder autrement. Parce que ils décident de reprogrammer. Et je dis, le préfet aurait pu. Bon, vous savez, autre temps, autre mœurs. Donc, quand vous étiez de l'autre côté, nous avons vu comment vous avez agi. J'allais justement par rapport à cette marche-là, après que la police avait empêché eh bien, la marche de la COSI, de la CSA et de la CGTB, eh bien, la CSTB a estimé qu'elle était une force syndicale plus forte et que personne ne pouvait lui barrer la route. À la limite, quand j'avais projeté ce qui allait arriver samedi, parce que c'est qu'il y avait comme un défi de l'autorité policière. Et ce qui est arrivé, ça dépend de la position qu'on occupe, des humeurs et des intérêts de chacun. Ce qui est arrivé ne devrait pas arriver, mais chacun doit savoir aussi les limites de ces actions. Une autorité, ça ne nous défie pas. Une autorité, eh bien, on négocie avec l'autorité. Oui, mais dans le même temps, la loi donne quand même le droit aux syndicats et aux syndicalistes et aux syndiqués de marcher pacifiquement, non? Puisque nous sommes dans un régime déclaratif, ça, il faut le dire. Sans embâche, la loi ne fait pas, disons, obligation aux syndicalistes d'obtenir une autorisation expresse avant de marcher. Vous et moi, parlons de ce qui est normal. Mais il n'y a que la police et autres services de l'État sont à même de lire le contexte actuel autrement. Et c'est du domaine de l'État. Interdit n'est pas la chose normale. Nous sommes d'accord qu'on ne doit pas interdire une marche, que ce que nous avons fait en 90, qui nous a donné des avantages démocratiques majeurs, ne devrait plus nous amener à ça. Mais chacun doit rester dans son espace, respecter les procédures pour que nous n'en arrivions plus là. J'espère que les choses vont se passer de la belle manière pour que eh bien, il n'y ait plus d'affrontement le 11 mai, date programmée pour refaire cette marche-là.
Disons, aux premières manifestations, il y a eu des responsables syndicaux qui ont été arrêtés. À la deuxième manifestation, près de 80 personnes, on parle de 72 personnes qui auraient été arrêtées. Est-ce que l'on est en train d'assister à une escalade de défiance? Moi, j'ai fait un premier constat. La première marche, ils ont mis ça au samedi. La seconde, samedi, vous savez pourquoi? C'est pour éviter cette affaire de défalcation. Parce que si on met ça en semaine, les gens seront obligés de laisser leur boulot pour aller marcher. Et là, on va nous parler de défalcation. Donc, les syndicalistes, j'estime que c'est pour éviter étudier le terrain. Mais je dis, moi, je ne sais pas exactement parce que j'ai écouté un peu, on dit, la police a certainement des informations qui l'obligent à déployer sur le terrain cette armada. Et Jeanne Alossoupo, dans le même temps, il y a eu 2 tentatives de marche et 2 répressions, on va l'appeler comme ça. Est-ce que quelque part, restreindre davantage les espaces de liberté ne présente pas une mauvaise image du pays, comme l'a affirmé quelques journaux? Parce que marcher, c'est une expression de sa liberté. Et les travailleurs encadrer les marcheurs, non? Et les travailleurs, pour rien au monde, n'accepteront d'être confinés dans cette liberté. Ils continueront encore et certainement que la marche du 11 mai prochain, eh bien, toutes les parties doivent s'entendre. Les responsabilités, comme le dit Moïse Soulé, vont être situées pour que bien, les travailleurs puissent dire ouvertement à ceux qui nous gouvernent et qui doivent entendre aussi, qui ont le devoir d'entendre ce qui ne va pas, eh bien, ils vont pouvoir leur dire ce qui ne va pas de vive voix. C'est de la démocratie expressive et c'est ce que chaque citoyen veut, seulement que chacun doit pouvoir respecter les textes de la République. D'accord. Alors, respecter les textes de la République, c'est ce que les journalistes font tout le temps. Il y a le code de la déontologie dans la profession, il y a le code du numérique, il y a la loi, et puis bon, donc chacun reste dans son couloir. Mais dans cette armada de lois, mesdames, messieurs, nous célébrons, sinon nous avons célébré le vendredi dernier, la journée internationale de la liberté de la presse. Alors, Alphonse Moïse Soulé, en République du Bénin, est-ce que vous avez l'impression, comme certaines personnes l'affirment, que le 4e pouvoir est amorphe? Écoutez, vous ne posez pas la question à la bonne personne. Vous savez de quoi je parle. Depuis 2019, j'officiais sur une radio qui a été fermée tranquillement. Et puis bon... Sans justification, sans rien. Non, l'agrément n'a pas été renouvelé. Je ne vais pas rappeler les conditions. Mais et puis après, bon, on a fermé CK TV. Après, ainsi de suite, on a fermé Gov TV. Bon, il n'y a que quand ça se passe comme ça. Vous savez, moi, j'ai dit une chose. Le mal du journaliste béninois, c'est le journaliste, c'est son confrère. Je ne peux pas comprendre que, bon, on se réjouit, un de tes confrères a des difficultés, tu te réjouis, un de tes confrères a perdu son boulot, tu te réjouis. L'expression de la liberté en matière de presse, c'est une question de responsabilité. Et dans les organes de presse, je ne sais pas si on apprend aux journalistes à être responsables. Cela passe par la formation. Cela passe par la formation. C'est quoi l'éthique? C'est quoi la déontologie? La formation sur le tas, ça fait qu'on commet des erreurs. Dans combien de rédactions aujourd'hui on forme les gens, on éduque les journalistes? C'est ça la réalité. Alors qu'il y a quand même des écoles de journalistes. Je dis une chose, avant d'accuser celui qui est en face de nous, nous-mêmes assumons nos responsabilités. Est-ce que dans les rédactions, parce que tout le monde n'a pas les moyens de faire une école de journalisme, il y a des gens qui ont de la plume, qui peuvent écrire et qui sont dans des rédactions, qui sont même sous-payés. Est-ce qu'on leur donne la possibilité d'être formés? Je n'en sais rien. Moi, j'ai vu des gens qui écrivent bien, mais en matière de respect des règles, le b.a.-ba du journalisme, c'est pas fait. Il faut que déjà, dans la corporation, qu'on se décide dans la rédaction, c'est une école. Alors, Eugène Alossoupo, est-ce que vous pensez que c'est le manque de formation qui fait que le journalisme béninois n'est pas à la hauteur du journalisme des autres pays offensifs et vraiment affirmatif et qui prend toute sa place dans la société? Quand vous avez la chance de sortir du pays, vous n'avez pas l'impression que le journaliste béninois est mal formé. Vous avez des productions tous les jours, vous suivez les radios, vous suivez la télévision, tout n'est pas le meilleur en matière de production ou de qualité d'émission, mais il y a quand même des pas qui ont été faits. En 2000 encore, la RAC, avec l'aide d'État de la presse,
permettait à ceux-là qui n'avaient pas été à l'école, n'avaient pas la possibilité, parce qu'il n'y avait pas d'école au plan national. Donc ceux-là avaient la possibilité de suivre des formations avec les unions et les associations de journalistes à l'interne. Et ça nous a beaucoup aidé. Aujourd'hui, bien sous l'espoir de la création du fonds des médias, fonds d'aide aux médias, je crois que j'ai la bonne appellation, eh bien, l'aide de l'État a été bloquée. Il n'y a plus de formation. Et donc, ce sont les journalistes eux-mêmes qui se démerdent. C'est vrai qu'il y a les techniques de l'information qui permettent de se cultiver, mais lorsque vous n'avez pas quelqu'un qui vous accompagne de façon périodique pour vous montrer la voie, ce n'est pas toujours ça. Et vous savez ce qui se passe dans les médias au Bénin aujourd'hui. La plupart des promoteurs n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins du personnel. Moi, j'ai été associé à une structure et pour un petit contrat, il y a beaucoup de radios qui n'ont pas pu fournir l'attestation CNSS. Alors là. Les travailleurs de ces radios-là n'ont pas la possibilité de jouir du travail qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas nécessairement que ces promoteurs ou ces directeurs sont de mauvaise foi. C'est certainement parce que les moyens ne suivent pas. Et là, il faut nécessairement appeler que la RAC et le gouvernement que les réformes projetées se réalisent. Vous savez, on a organisé le secteur des partis politiques. L'État y injecte beaucoup de milliards. Mais pourquoi pas le monde des médias? Il y aura certainement des efforts à faire par les promoteurs, par exemple des efforts d'association. Quand vous avez en Égypte ou dans d'autres pays, vous avez des journaux qui tirent à 10 000, à 30 000 exemplaires. On peut rêver de ça ici. Mais il aurait fallu que les directeurs de publication et un certain nombre de responsables de médias puissent laisser de côté leur ego et voir l'utilité de se mettre ensemble. Mais dans ça, l'État a un rôle à jouer. Si l'État met de l'argent, l'État, avec les professionnels, fixe les règles de façon consensuelle. Alphonse Moïse Soudé parlait tout à l'heure d'acquaintance des journalistes avec les politiques qui ralentiraient leur élan dans le travail. Est-ce que vous partagez le même point de vue? Ce n'est pas une maladie, l'acquaintance des journalistes avec la politique. La politique, j'aime bien un auteur, il s'appelle Philippe Rioutot, qui dit que le politique, pour atteindre les lecteurs, a besoin de la communication, des médias. Donc, dans tous les pays, c'est la norme. C'est comment cela se fait qui est le problème. Lorsque vous vous vendez à vil prix aux politiques, eh bien, au retour, vous n'avez pas grand-chose. Mais le politique qui a besoin de vos prestations, des prestations de votre organe, et qui met du prix, n'oublions pas, un journal, une radio, une télévision, c'est d'abord une entreprise en bonne et due forme. Et bien, nous devons comprendre que le journaliste est dans une entreprise. Cela ne nous empêche pas de respecter les règles d'éthique. Nous devons respecter les règles d'éthique. Mais l'entreprise vit, vous savez, il y a des charges. Vous prenez par exemple une radio. Oui. Vous prenez une radio, en moyenne, en matière d'électricité, vous payez entre 150 000 et 200 000 francs d'électricité. Vous avez du personnel, vous payez 800 à 1,2 million. Mais vous n'avez pas de recettes pour faire face à ces publicitaire n'est pas élargie. Il n'y a pas de publicité, chacun se débrouille. On n'a pas de régie publicitaire, on n'a rien. Vous avez des journaux, des radios qui sont dans des bâtiments loués qui n'arrivent pas à payer. Vous avez des radios qui aujourd'hui au Bénin n'ont pas d'émetteur secours, ils ont un seul émetteur. Et lorsque l'émetteur tombe en panne, eh bien ces radios-là doivent cesser. Il n'y a pas de relais d'énergie en cas de coupure d'électricité. Vous allez à l'intérieur. Les radios font beaucoup d'efforts. Vous savez, ce sont des radios de proximité, ce sont les langues nationales qui sont parlées sur ces radios-là. L'ORTB a un nombre important, les radios rurales locales dans certaines localités du pays. Mais ces radios-là vivent le quotidien avec les populations. L'État doit s'impliquer davantage pour permettre à ces promoteurs qui souffrent le martyre de se relever. Et
l'État a cette possibilité. Encore que l'État perçoit des droits non seulement, mais c'est une entreprise, donc oui, il y a de la ces radios paient de la redevance, et bien ils paient d'autres taxes sur salaire. Alphonse Moïse Touré, le commun des Béninois se demande si les journalistes du pays sont vraiment libres. Est-ce qu'ils exercent leur liberté d'expression? Parce que face à certains faits, certaines situations, la population semble ne pas retrouver le journaliste béninois dans l'action. Oui, si le journaliste a faim, il ne peut pas exercer son rôle. Le journaliste a pour mission d'informer. Je ne dis pas pour faire de la propagande. Ce n'est pas le rôle d'un journaliste, ça. Il faut qu'on s'entende sur le terme. Le journaliste donne l'information. Le journaliste forme et éduque. Mais quand le journaliste a faim, il va troquer cette mission-là contre autre chose. C'est pourquoi je dis, on ne vient pas dans le journalisme pour se faire de l'argent. Je suis d'accord avec Eugène que l'entreprise de presse, ça coûte. Pour avoir participé au recrutement sur une radio, d'abord, quand vous mettez la convention collective sur la table, très peu d'organes de presse respectent la convention collective. Parce qu'on se dit, bon, maintenant, il n'y a pas de boulot, écoute, tu viens, ben, je te donne 35 000 francs le mois, où tu prends, tu laisses. Ouais, celui-là, quand il est à 35 000 francs par mois. Il va sur le terrain, il est obligé de faire le couloir. Et puis quand il prend ce qu'il doit prendre, ça se ressent sur la production, sur le rendu. Et c'est ça qui pose problème. Donc quand les gens disent, mais attends, avons-nous assisté au même événement? Sommes-nous dans le même pays pour que les choses se passent ainsi? Je dis, il faut que l'État mette davantage. Parce qu'une bonne presse, à l'extérieur, ça vend l'image du pays. Tout à fait. Ça vend l'image du pays. Il faut qu'au niveau des rédactions, qu'on commence. Vous savez, quand vous êtes dans une rédaction, que vous allez en reportage, votre rédaction met à votre disposition les moyens. À la fin d'une activité, vous n'allez pas courir derrière les gens pour réclamer les pertes. Vous n'attendez pas. Parce que c'est ça aussi qui pose problème. Hein. Moi, j'ai vu des gens aller en reportage parce qu'ils n'ont pas eu le perdième. L'article n'est pas paru dans le journal. Et ça a posé problème. C'est scandaleux, ça. Alors que si la rédaction prenait ses responsabilités, vous allez travailler. Si quelqu'un a envie de vous faire un cadeau, il vous le fait. Mais vous n'allez pas courir derrière ceux qui vous invitent à la recherche de prébendes. Et quand monsieur est prêt à vous donner son argent, c'est peut-être qu'il vous dit langue de traitement de l'information. Vous n'avez pas le choix puisque vous avez déjà pris le pécule. Vous êtes obligé dans le cessant. Et là, ça pose problème un peu avec les règles de déontologie et d'éthique dans les médias. Donc je dis, il faut que chacun joue son rôle. L'État doit jouer son rôle. Les instances faîtières doivent jouer son rôle. Actuellement, les gens sont en train de courir pour occuper des postes de responsabilité au niveau de la HAC. Il faut que chacun... Parlons justement des faîtières. Alphonse Moïse Touré, je reste avec vous. On se demande le rôle réel que jouent les structures faîtières des journalistes pour que la situation perdure et continue d'être ce qu'elle est. Non, moi j'ai vu l'ODEM interpeller des journalistes qui ont montré clairement leur niveau d'éducation. Vous avez des faîtiers qui vous interpellent, respectez-les. Oui. Respectez-les. Mais on les a interpellés, ils ont montré leur niveau d'éducation. Ils ont trouvé que l'ODEM est un machin. Si vous-même, vous avez implanté votre fétiche et vous refusez de respecter votre fétiche, ne demandez pas aux hommes politiques de respecter votre fétiche. Je dis, nous avons les faîtiers, nous devons les respecter. Si tu es en faute et puis on te dit tu es en faute, cher confrère, respecte ce qu'on t'a dit. Ce n'est pas la peine de dire, mais eux, ils sont qui? Ils sont quelque chose parce que... Oui, mais est-ce que les faîtiers sont là uniquement pour parler des fautes? Uniquement Non, c'est pourquoi il dit, les faîtiers doivent participer à la formation. Parce qu'il faut, honnêtement, pour former des journalistes, pour faire des séminaires, pour faire du recyclage, il faut les moyens. Vous n'allez pas demander à quelqu'un comme Eugène, mais à quelqu'un comme Soulé, viens faire formation de 3 jours, hein, à la fin, bon, on te dit, bon, on va juste assurer ton transport. C'est impossible, c'est impossible. C'est impossible. Donc, il faut que les gens acceptent de mettre les moyens. Aujourd'hui, le promoteur, et je suis d'accord avec Eugène, ce promoteur, il n'a pas créé son journal, sa radio, sa télé pour les beaux yeux de quelqu'un. Il veut faire des chiffres. Oui. Donc, il est obligé de frapper à toutes les portes. S'il doit prendre des réclames chez quelqu'un, il doit prendre la publicité. J'imagine que je suis directeur de société, que je prends une grosse part de publicité. Si vous voyez qu'un de vos journalistes se permet de me critiquer, le lendemain, si je retire ma publicité, c'est que votre maison tombe. Justement, j'allais aborder la question avec Eugène Alosoukpo. Parlons des contrats que l'État qui est
censé mettre les conditions pour que les journalistes soient libres de faire leur travail, signent des contrats avec les organes de presse. Résultat, les organes n'arrivent pas à critiquer comme il faut ou bien n'arrivent pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans le pays. Je ne pense pas que l'État, du moins le gouvernement, parce qu'il aurait signé un contrat avec un organe, a interdit à quelqu'un de critiquer. Nous signons un contrat, mais nous connaissons les règles de notre métier. Il y a 1000 façons de dire la même chose. On n'a pas besoin, pour tuer un oiseau, de lui lancer de la pierre. On peut le capturer. Et donc, c'est nous-mêmes le problème. Lorsque le politique, je ne parle du gouvernement, le politique signe un contrat, le politique s'attend à un résultat. C'est de la propagande. Il faut tracer alors le couloir de la communication. Et un contrat a des clauses. Si vous n'êtes pas d'accord avec des clauses, eh bien, vous refusez de signer. À partir du moment où vous signez, eh bien, vous avez un pied lié, mais pas les deux pieds, puisque vous avez la possibilité de vous défendre par rapport à comment mettre en application ce contrat-là. Le journal Le Potentiel de Adrien Atipator a soulevé une grosse pierre jetée dans le domaine de la GDIZ à Glodjibé, où on parle d'escroquerie et de scandales sexuels. La GDIZ est éclaboussée. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, parfois, vous avez investi des millions pour envoyer votre enfant à l'école. L'enfant finit, il trouve du travail. Il faut que des pervers, je pèse bien mes mots, ce n'est pas la première fois qu'il vous souvient qu'il y avait déjà un scandale au niveau de la presse. Et j'ai dit, ce n'est pas seulement au niveau de la presse. Voilà une grande structure où des gens se permettent de faire ça. Ce n'est pas possible. Une structure qu'on est en train de vendre aux promoteurs industriels pour venir s'installer. C'est ça, et puis, c'est pas... C'est vous-même, nous-mêmes, quoi. Vous voyez, quand on en prend ça à l'extérieur, on va dire, il ne faut pas aller t'installer sur ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. Pourquoi doit-on faire ça? Est-ce qu'on a le droit de déshabiller toutes les filles qui passent devant vous? Quand vous avez été bien éduqués par vos parents, ne faites pas aux enfants des autres ce que vous n'auriez pas souhaité qu'on fasse à vos enfants. Parce que quelqu'un a mis de l'argent à former son enfant. L'enfant allait chercher et vous réclamez un droit de cuissage. Ça se trouve dans quel code? Moi, je dis, il faut qu'on sanctionne avec... Et ce n'est pas la seule, hein, il y en a partout. Et vous allez voir des femmes, moi j'en ai connu, qui sont à la maison, parce qu'on est allé à l'entretien, on dit, bon, la dernière étape, il faut qu'on te fasse coucher sur la table. C'est quoi ça? C'est dans quel contrat? Et ceux qui refusent, vous allez voir des gens qui ont des masters qui sont à la maison parce qu'ils refusent de céder à cela. Moi je dis, il faut qu'on continue pas à sanctionner, parce que ça ne donne pas une bonne image. Vous voyez, aujourd'hui sur la presse, un peu partout sur la toile, on en parle, et puis ceux qui ont fait ça, ce sont des pères de famille. Ils sont en train de salir le nom, non seulement de mon pays, mais de leur propre famille. Il faut qu'on fasse de la sensibilisation. Mais c'est une question d'éducation. L'État ne peut pas contrôler ces choses-là jusque dans les moindres détails. Est-ce que quelque part, je ne vous arrête pas, Général Soukpo, est-ce que quelque part, ce n'est pas la faillite des valeurs morales? Parce que comment peut-on comprendre que des gens exigent de l'argent chez des jeunes filles pour leur trouver du boulot? À la fin, elles n'ont pas le boulot et en plus, il faut qu'elles commettent des actes qui entachent leur dignité. Pourquoi il faut faire ça? Au-delà de la faillite, j'ai envie de parler de renversement des valeurs morales. Et c'est heureux que ce soit la CIPI qui détecte le mal au sein des entreprises qui y sont installées. C'est très heureux parce qu'il y a un système d'alerte qui a été installé et ces personnes-là qui avaient été soupçonnées, parce que les informations parvenaient déjà à la CIPI, ces personnes-là qui avaient été soupçonnées ont été directement mises à la disposition de la police. La police est venue intervenir à la CIPI pour capturer cela. Et il y a 2 directeurs de ressources humaines et d'autres personnes impliquées. Il y en a qui sont en fuite. Ils ont pris la clé des champs. Il y en a qui ont pris la clé des champs. C'est-à-dire que tel que ça doit servir d'exemple aux autres. Et il y a d'autres entreprises, d'autres structures d'État qui ont intérêt à ce que les choses se fassent correctement. Vous savez que l'ANPE, l'Alliance nationale pour l'emploi, par le biais du dispositif Razoli, met suffisamment
de personnes à la disposition des entreprises, de jeunes à la disposition des entreprises, tel que ça se passe là. Ces structures ont l'obligation d'avoir un œil plus vigilant sur l'ensemble. Et ça se fait déjà, je peux vous rassurer, sur tout ce qui se passe là, sur les personnes, notamment les filles qui sont mises à la disposition de la zone de la GDZ. Eugène Alosupo, je reste avec vous. Quand on sait que pour les promoteurs d'industrie, pour les patrons d'industrie qui viennent donc prendre leur quartier à la GDIZ, qui viennent de l'Occident ou bien d'un peu partout du monde, les valeurs morales sont importantes. Je me rappelle qu'il y a une marque de vêtements qui, parce qu'au Népal, faisait travailler des enfants, a vu ces produits subir un embargo. Quand une image comme ça arrive à la GDZ, comment faut-il faire maintenant pour renverser la tendance, pour montrer à nos partenaires qui s'installent qu'il y a quand même des valeurs morales qui sont chères aux Béninois et qu'ils peuvent s'installer en toute confiance et travailler tout simplement? Déjà, il n'y a aucun expatrié parmi les personnes qui sont mises en cause. L'expatrié est venu investir et bien, commet des Béninois pour l'aider à produire, et ce sont les Béninois qui sont allés dans cette perversité-là. C'est nécessaire que davantage le gouvernement, parce que la GDZ est présentée comme une vitrine industrielle majeure, un des programmes majeurs du gouvernement et même de l'extérieur. Les gens vous appellent pour savoir ce que c'est que la GDZ. Et donc, c'est redoubler de vigilance et assainir suffisamment le milieu. Et il y a beaucoup de structures qui s'activent dès que la lettre est donnée pour que leurs actions ne soient entachées d'aucune critique en ce qui concerne les filles qui sont concernées. On ne peut pas continuer à faire de pression sur de jeunes filles qui n'ont pas de moyens de défense. Je crois que lorsque ça doit venir des adultes, ce n'est pas beau. Mais davantage, le gouvernement qui prend la GDZ comme une structure phare, une structure exportable, doit davantage taper du poing sur la table et bien accompagner la CIPI à assainir. C'est quoi je dis, entre-temps, à l'université, on avait pris des décisions pour dire, pour ça, dans la fonction publique, il ne faut plus faire ça, il faut désormais contrôler. Parce que, vous savez, quand nous prenons... Il faut aller dans les entreprises. Quand oui, dans les entreprises. Quand nous prenons les lois, il faut taper dessus. Parce que là, c'est l'image de notre pays. C'est pas, si c'était des expatriés qui avaient fait ça, on aurait dit, ils sont venus chez nous et ils viennent développer la perversité. Mais c'est nous-mêmes. Vous ne pouvez pas vouloir recruter vos compatriotes et leur exiger vos enfants. Personne n'a le droit d'exiger un droit de cuissage avant de recruter quelqu'un. Et je crois qu'il y a des victimes silencieuses. Il faut que l'Institut national de la femme joue son rôle. On dit que c'est dans les collèges que les enseignants font ça. Aujourd'hui, on a montré. Après, on a accusé les journalistes, on dit dans la presse, c'est ça. Aujourd'hui, on est en train de voir que dans les grandes structures, il faut sanctionner ça parce que ça fait mal quand un parent apprend que lui, il a investi plus de 10 millions sur son enfant. L'enfant finit et on veut le recruter. On dit, je vais te recruter. Tu as fini toutes les étapes de l'entretien et l'étape ultime. On te dit ça. Est-ce que c'est normal? Moi, je voudrais que l'État sanctionne avec la plus grande rigueur pour montrer aux gens que ça ne se fait pas. Que ça soit au niveau même des hommes politiques qui sont nommés à des postes de responsabilité, il faut contrôler. Vous n'avez pas été nommé pour ça. Vous voulez faire vos bêtises, faites ça. Allez faire ça ailleurs, pas dans l'entreprise. Et n'exploitez pas les âmes faibles de votre entreprise pour assouvir votre perversité. Allez, ce qui est sûr, nous allons suivre ce dossier de près et vous rendre compte, c'est certainement après. Alors, on va cette fois-ci aller en page Inter. Voici, mesdames, messieurs, Interactu. Deux sujets en page internationale. Eugène Alosupo, Macron a rencontré Tshisekedi et au menu des échanges en bonne place figure l'incursion que ferait le Rwanda à Goma, à l'est du Congo.
Le Rwanda ne quittera pas de sitôt. Le Rwanda a intérêt à rester à Goma et dans l'est du Congo démocratique. C'est une question stratégique, c'est une question d'intérêt, c'est une question d'exploitation minière. Vous savez, les Hutus et les Tutsis n'en ont pas seulement qu'au Rwanda. Il y a de ces groupes socioculturels sur le territoire congolais et le Rwanda se prévaut de ça pour mener un certain nombre d'actions. Est-ce qu'on est en train d'assister à une annexion d'une partie du territoire congolais? Nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. Seulement que l'hyperprésence de groupes militaires supposés proches du Rwanda, le M23 en l'occurrence, cette hyperprésence fait que, eh bien, on constate une incursion directe de Paul Kagame et de ses éléments sur le territoire national. Et l'armée congolaise a tout le temps respecté des attaques de la part des troupes supposées rwandaises. Mais à l'étape où nous sommes, il pourrait y avoir une exacerbation de la crise parce que le Congo se dit désormais dépassé par les événements, des attaques, des meurtres, des viols tout le temps, avec des pillages de ressources minières. Nous pouvons espérer certainement que les semaines à venir, le Congo et son président, le président Tshisekedi, trouvent des mesures fortes pour libérer son territoire. Libérer, c'est peut-être trop optimiste, mais il pourrait y avoir des attaques qui vont rendre encore trouble cette partie du continent qui avait déjà quelques soucis en matière de stabilité. Alors, Alphonse Moïse Soudé, le président Paul Kagame est pointé du doigt, le président Tshisekedi l'accuse vertement et ouvertement, et cette fois-ci, il s'en remet à Macron pour jouer de sa personnalité, pour régler un tout petit peu les choses. Autrement, il est prêt à aller à une guerre. Non, qu'il vous souvienne que Macron était allé au Rwanda. Les intellectuels congolais n'ont pas supporté ça. Ils sont montés au créneau pour dénoncer ça. Ils ont dénoncé ça pour dire, mais qu'est-ce qu'il vient faire au Rwanda? Ils ont même dit que, parce que le problème de la RDC, c'est que c'est un scandale géologique. À qui profite le pillage des ressources minières, minéragées du Congo? Il faut se poser la question. À qui profite cela? Parce que Tshisekedi a passé tout son temps à régler les problèmes politiques d'abord, maintenant c'est le problème de guerre, parce que son pays est riche, on lui crée des problèmes. Est-ce qu'il est sûr que c'est la bonne personne, la France? Est-ce que la France peut vraiment interdire au Rwanda de continuer à piller la RDC? Ah oui, parce que quand les ressources sont pillées, c'est vendu à quelqu'un. Quelqu'un l'exploite. Qui l'exploite? À qui profite le pillage? C'est ça la question qu'il faut se poser. Surtout que ces dernières années, on est en train de remarquer un rapprochement entre Kigali et Paris. Donc, voilà, est-ce que... bon, c'est tellement que les services de renseignement congolais ont réuni les informations, et tu sais qu'il a dit, bon, je vais le voir, je vais taper du poing sur la table, il est le seul habilité à nous aider, il a été clair avec lui. Donc, on attend la suite pour voir. Est-ce que parce que la façon dont on crée les mouvements de rébellion dans la zone à l'est du Congo, ça se multiplie rapidement. Et l'objectif premier, on va piller le sous-sol et on utilise les prébendes pour s'armer davantage. Quel intérêt on a à s'armer davantage et à continuer à piller un pays alors que les alors Congolais... vous ne voyez pas le bout du tunnel de sitôt Ce n'est pas évident. Dans l'est du Congo. On ne peut pas interdire aux gens de ne pas piller ce qui est là. Ils vont piller parce qu'ils en ont... Pendant ce temps, le peuple congolais se sent esselé. Je me rappelle à la dernière CAN, les joueurs ont voulu s'exprimer, mais on n'a pas vu les images en direct. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de les abandonner? C'est ça qui pose problème. Nous ne pouvons pas être suffisamment riches, ne pas pouvoir être heureux. C'est ça le problème des Congolais. Avec toutes les ressources que nous avons, ils disent, mais on a déjà, c'était Mobutu, on a lutté, il est parti, les Kabila sont arrivés, chacun vient, il s'en met plein les poches, mais ça continue. Nous-mêmes, Congolais qui travaillons au Congo, nous ne bénéficions pas de ce que la nature nous a donné. C'est tellement que le président a écouté le cri de cœur de ses compatriotes, il a dû faire le déplacement sur Paris pour dire, aidez-nous. Parce qu'il sait que Macron est capable de les aider, mais je me dis, est-ce que Macron c'est la bonne personne? Est-ce que Macron est la bonne personne pour pouvoir les aider?
D'accord. Alors, dans le même temps que le président Tshisekedi essaye de mettre les bouchées doubles pour que la paix revienne à l'est du Congo, à l'interne, il y a le cardinal Ambogo qui a des démêlés avec la justice parce qu'on le soupçonnerait de propos séditieux. Il estime que le président ne fait pas assez et qu'il laisse tomber le pays, en fait. Déjà en 2018, l'Église catholique avait pris une position viscérale contre Kabila et tout ce parce que les politiques congolais estimaient que Tshisekedi était une émanation de Kabila après des accords consensuels silencieux. L'Église n'avait jamais démordu contre Tshisekedi, puisque l'Église avait probablement son candidat qui n'est pas passé. Et donc, voilà Kabila qui vient de renouveler son mandat et qui est bien assis. Tshisekedi plutôt pas Kabila, Tshisekedi, oui. Étienne Tshisekedi qui a renouvelé son mandat et qui est bien assis dans son fauteuil. Et cette fois-ci, l'Église attaque. Mais le prélat a parlé du conflit entre le Rwanda et la RDC, un des thèmes que beaucoup de Congolais qualifient de pas très... De séditieux. De séditieux et de pas très patriotique. Mais l'Église demeure l'Église catholique. On ne va pas condamner l'Église catholique pour ça. Vous connaissez, les meilleurs politiques au monde, ce sont les catholiques. Oui, excusez-moi. Ils ont leur façon de dire les choses. Mais quand le président fait des efforts et que le cardinal se lève pour dire que le pays est laissé à lui-même, c'est comme s'il n'y a pas de gouvernance. Mais le président ne dépend pas, n'est pas sous ordre du président. Du gouvernement, oui. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'il c'est comme si c'était un peu départi du sens congolais, de la défense de la patrie. Mais je ne sais pas sur quel argument il se base pour tenir ses propos. Vous savez que l'Église catholique a toujours les meilleures informations. Tout à fait. Ils sont toujours dans les bonnes grâces des services comme il le faut. Mesdames, Messieurs, on va enclencher la dernière marche de cette émission. Voici les potins de la toile. Nous vous l'avons promis, nous l'avons fait, nous continuons de le faire d'ailleurs pour cette saison que j'assume. En attendant donc de retrouver les laïcs, les potins de la toile font la part belle aux dessinateurs de presse et jusque-là, nous sommes avec le déchaîné du jeudi. Aujourd'hui, on va vous proposer cette première caricature que nous allons regarder ensemble sur ce plateau avec mes invités et on revient commenter après. Alors, voilà un tout petit peu la première caricature le déchaîné du jeudi nous propose donc cette caricature-là, les flammes insoumises. Alors, c'est pour parler donc de cette actualité qui a défrayé, qui continue d'ailleurs de défrayer la chronique où on se demande est-ce que la meilleure femme est celle qui est soumise complètement et qui, est au soin au petit soin même de son mari ou carrément celle qui dit au mari le repas est servi, toi-même va le repas. Je ne qualifierais pas la femme de flamme. C'est trop osé. Ce sont nos douces compagnes, ce sont des personnes respectueuses. Il y en a qui refusent la soumission. C'est une question d'éducation, c'est une question de logique personnelle. Et lorsque vous avez des enfants et que vous n'admettez pas à la soumission ce n'est pas de l'esclavage, hein, c'est la cohérence à la limite. Donc ces questions-là, ça dépend de ceux qui forment leur couple, de comment la dame a été éduquée, comment le monsieur a été éduqué. J'ai vu des hommes très proches de moi qui sont soumis à leur femme. Le monde ne s'est pas renversé pour ça. Voilà. Alphonse Moïse. Non, mais je dis, dans un couple bien organisé, il y a la répartition des rôles. Il y a la répartition des rôles. Chacun, on a dit que la femme est le complément de l'homme. Donc chacun a son rôle, chacun joue son rôle. Mais il faut que l'on se respecte. Parce que c'est vrai qu'il y a des femmes qui adorent
donner des ordres à leur mari, dans le foyer comme en dehors du foyer. Moi, j'ai entendu des femmes donner des ordres, quoi. Lève-toi, on va partir. Devant les amis de l'homme, on dit lève-toi, on va partir. Et puis bon, l'homme, comme l'a dit, j'ai tout gentil, soumis, il se lève et puis j'ai dit, quel avantage tire une femme à vouloir maîtriser son homme? Quel avantage? Même si vous êtes riche, vous êtes une femme riche, Dieu a fait les choses en sorte que l'homme est le chef de la famille. Vous n'êtes pas son esclave, mais il y a des responsabilités qui ne relèvent que du domaine masculin. Donc je voudrais que dans l'éducation de nos enfants, qu'on leur dise attention, tu as beau avoir l'argent, tu as beau être président de la République, tu as beau être ministre, tu as beau avoir des positions dans la société, il faut respecter ton mari. Ce que tu sors de la bouche, il faut mesurer parce que lui-même, homme, il est enfant de quelqu'un. Le mari aussi doit respecter. Le mari aussi, et je suis contre ces hommes-là qui lèvent la main sur leur femme. Ça, c'est de la bestialité. Quel que soit, on sait que la femme, quand elle se met à parler, c'est no stop. Mais un homme ne doit pas poser la main sur sa femme. C'est formellement interdit. Eh bien voilà donc la première caricature. On va regarder une deuxième avant de prendre congé de vous, mesdames, messieurs. Ça va être toujours avec le déchaîné du jeudi, cette périodique qui paraît tout simplement au Bénin. Notre cher personnage Loki qui dit chérie, tu voulais avoir servante? Non, je suis prêt. Et là, la femme qui répond, même pas en rêve. Elle voudrait quelqu'un pour l'aider dans la maison. Elle a toujours fait la demande. Non, vous savez, maintenant que Loki est prêt, madame ne veut pas. Vous savez, tous les hommes ne sont pas scrupuleux en la matière. Hein. Et pour avoir fait plusieurs expériences malheureuses, il y a certaines femmes qui refusent que le couple engage le domestique. Ou des auxiliaires de maison. Des auxiliaires de maison. Ça va. Mais je pense que pour respecter sa femme, pour l'harmonie du couple, pour rien de monde, je préfère aller dehors que de chercher à l'intérieur. Ça n'honore pas la femme, et ça ne t'honore pas, et c'est pas bon pour le couple et pour les enfants. Le couple et la famille. Alphonse Moïse, la femme ne veut pas de domestique. Oui, une femme ne doit pas permettre à la domestique de faire à manger à son homme. Ah oui, mais si elle est occupée. J'interdis ça. Non. Parce qu'il y a des hommes qui ne réfléchissent pas. J'ai mangé le repas, c'est copieux, c'est succulent. Peut-être que ça a un goût différent de non. Une femme doit faire à manger à son mari. La domestique peut faire à manger aux enfants, mais à l'homme, la femme doit servir son mari. Parce qu'il y a des dames qui sont... Oui, mais en le disant ainsi, est-ce que... Non, il y a des dames, à cause de leur... Moi, j'ai vu des dames au marché prendre le téléphone, donner des conseils à la domestique. Papa va rentrer tant, papa va manger ci. Non, j'ai dit à la dame, non, ce que papa va manger là, madame, vous rentrez, vous lui faites ça. Quel est le risque? Ah oui, c'est ça. Loki a peut-être trouvé que sa femme n'étant pas suffisamment disponible, il faut une remplaçante. Laisser l'auxiliaire de maison préparée, est-ce que ce n'est pas mieux que ces femmes qui quittent la maison avec la casserole et qui rentrent avec la sauce à la maison? Une femme doit savoir préparer. On va faire ça à CMG, j'ai dit. La domestique va préparer. Pourquoi je voudrais m'adresser aux mamans. Elle vous écoute, surtout que nous sommes là. Il faut obliger vos enfants à vous assister quand vous faites de la cuisine. À savoir faire la cuisine. Doit apprendre à faire la cuisine. Pas uniquement les femmes, les garçons aussi. Non, mais je dis, il y a beaucoup de foyers qui sont partis en lambeaux parce que monsieur reproche à madame de ne pas savoir préparer. Ouais. Et pour voir ce que Jeanne a dit, on commande à manger. Monsieur a commandé à manger sauce légumes, bien faite. Un jour, monsieur se lève le matin, un dimanche, pour dire à sa femme, la sauce légumes de la dernière fois, j'aimerais manger ça ce soir. Peut-être qu'il va marcher, faire les emplettes et revient pour lui faire la surprise. Non, il y a des hommes qui font les emplettes, il y a des hommes aussi qui font de la cuisine, mais il faudrait que nos mamans, c'est pas parce qu'elle est étudiante et en train d'étudier qu'on ne doit pas lui apprendre à préparer. Elle est appelée à être la femme de quelqu'un. Et quand vous ne savez pas préparer, c'est pas bon pour votre Le garçon foyer. aussi peut, à la faveur d'une bourse, se retrouver seul quelque part. Il va falloir. Il ne va pas tout le temps manger dehors. Il va de temps en temps. Bon, c'est pas seulement faire omelette parce que les hommes, les garçons, ils aiment faire omelette. C'est vite fait. Allez, merci beaucoup, chers confrères. Mesdames, messieurs, ça va être donc la fin de cette émission. On a eu du plaisir à vous la présenter. Merci beaucoup, Alphonse Moïse Soudé. C'est moi qui vous remercie. Merci, Eugène Alassouko, docteur Eugène Alassouko, pour votre disponibilité. Ce fut un plaisir. Au plaisir de vous retrouver très prochainement, mesdames, messieurs. Nous vous souhaitons bonne suite des programmes sur la chaîne du service public.